Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de processeurs et de chemins de données. Voici le contenu de cette présentation. On va voir tout d'abord la structure générale d'un processeur. Ensuite, on va voir les composantes d'un chemin des données. On va voir comment décrire un chemin des données avec des micro-opérations et on va regarder le chronogramme d'un chemin des données. Tout d'abord, les processeurs sont des systèmes numériques dont le but est de traiter des données par une succession d'étapes simples. Un processeur doit acquérir des données, les traiter et produire un résultat numérique. On a l'exemple ici d'une machine distributrice où il y aurait un processeur à l'intérieur. Les données qui entrent dans le processeur seraient tout d'abord du clavier, la commande de l'utilisateur et d'un senseur de pièces, le montant qui a été entré par l'utilisateur. Les sorties du processeur seraient des commandes pour les moteurs des plateaux pour faire tomber les items qui ont été commandés, des actuateurs pour rendre des pièces, pour rendre la monnaie à l'utilisateur, et bien sûr un affichage pour donner du feedback. Il y a deux types de processeurs. Tout d'abord, les processeurs à usage général. Habituellement, on les appelle processeurs tout court, ou microprocesseurs, ou unités centrales de traitement. Un microcontrôleur est un cas particulier d'un processeur à usage général. Les processeurs à usage général peuvent être programmés en logiciel, et le programme exécuté par le processeur est alors gardé en mémoire sous la forme d'une liste d'instructions. Un processeur à usage spécifique n'est pas programmable en logiciel. Il est conçu dans le but de répondre à un besoin unique. Il est moins complexe en général et beaucoup plus efficace qu'un processeur à usage général. Sa conception, par contre, demande souvent beaucoup plus d'efforts. Et changer sa fonction implique de changer sa structure. Le tableau dans le bas de la diapositive résume une comparaison entre les processeurs à usage général et à usage spécifique. Un processeur à usage général est programmable en logiciel, alors qu'un processeur à usage spécifique est programmable en matériel. Il est facile de modifier le système pour un processeur à usage général. Par contre, un processeur à usage spécifique est très efficace. Le traitement est fait dans le temps pour le cas du processeur à usage général, alors qu'on dirait plutôt que le traitement est fait dans l'espace dans le cas du processeur à usage spécifique. Tous les processeurs sont conçus à partir de deux blocs principaux, soit le chemin des données et l'unité de contrôle. Le chemin des données, en anglais data path, traite les données. Il inclut des registres, des unités fonctionnelles et un mécanisme de commutation pour transférer et manipuler des données. L'unité de contrôle est responsable de la séquence des opérations qui vont être exécutées par le chemin des données. C'est le chemin des données qui traite les données, alors qu'une unité de contrôle, bien qu'elle ait des entrées et des sorties, n'a pour but réel que de contrôler le chemin des données. Si on regarde plus spécifiquement maintenant le chemin des données, on a vu qu'il est composé de blocs de registres et d'unités de fonctionnelles. Le bloc des registres contient des registres et donc a besoin d'une horloge, probablement un signal de réinitialisation aussi qui n'est pas indiqué sur la diapositive. Il a des entrées et il a trois commandes qui viennent de l'unité de contrôle. Une commande pour charger des registres, pour déterminer quels registres doivent être chargés et pour déterminer quels registres doivent être lus. Les unités fonctionnelles peuvent effectuer des opérations sur les données provenant du bloc des registres. Le résultat des unités fonctionnelles peut être envoyé à la sortie du processeur ou retourné à l'intérieur et entreposé dans un autre registre. On peut décrire les chemins des données à l'aide de micro-opérations pour nous simplifier la tâche. Une micro-opération, c'est une opération élémentaire qui est effectuée sur des données gardées dans des registres, en mémoire ou des données externes. Pour spécifier une micro-opération, on doit inclure les opérandes, la nature de l'opération effectuée, l'endroit où le résultat de la micro-opération doit être sauvegardé, et on peut inclure aussi une condition à remplir pour que la micro-opération soit effectuée. Par exemple, on peut avoir la micro-opération placée dans R0 le registre R1, ou bien placer dans R0 la différence entre les registres 1 et 7. Les micro-opérations s'effectuent concurremment, donc on peut en avoir plusieurs qui s'exécutent en parallèle. Les micro-opérations de base incluent les transferts entre les registres, les opérations arithmétiques, les opérations logiques, le décalage et le modulo, et il y a aussi des micro-opérations qui sont dérivées, par exemple la comparaison de grandeur et trouver le minimum ou le maximum entre deux ou plusieurs valeurs. Pour décrire un chemin des données avec des micro-opérations, on utilise une notation proposée dans ce cours qui est une forme de pseudocode. On peut utiliser des noms de registres ou des identificateurs plus représentatifs.
et le symbole flèche vers la gauche indique une assignation de valeur. Le tableau donne 6 exemples de micro-opérations. Alors, je vous demande de considérer, par exemple, l'opération d'emplacer dans R2 le résultat du et logique entre R2 et R3. L'opération est assez évidente. Si on prend celle qui est immédiatement en haut de celle-là, où on ajoute une notation K1 avec 2 points, ça signifie que l'opération ne va être effectuée que si la variable K1 a une valeur de vrai. On va voir maintenant des exemples. Donc, le premier exemple de l'implémentation de la micro-opération qui fait la somme de R2 et R3 et qui place le résultat dans R2. Donc, dans ce cas-ci, le diagramme montre qu'à chaque coup d'horloge, le registre R2 serait chargé avec la somme de R2 et R3. On ne dit pas dans le diagramme comment le registre R3 prend sa valeur, ni quelle valeur R2 pourrait avoir au départ. On ne voit pas le signal de réinitialisation, mais il faudrait qu'il y en ait un, bien sûr, pour R2. Voici d'autres exemples de micro-opérations. Tout d'abord, l'opération simple qui consiste à prendre le contenu du registre R1 et le placer dans le registre R0. Donc, tous les coups d'horloge, R0 va changer de valeur et prendre la valeur qui était dans R1 précédemment. Sur le diagramme, on n'indique pas comment R1 est chargé. La deuxième, juste en dessous, c'est la même chose, sauf que l'opération ne va se faire que si la variable K1 a une valeur de vrai. Ce serait une valeur booléenne. On va voir tantôt comment faire un registre qui a une entrée spéciale pour indiquer un chargement. Au centre de la diapositive, vous voyez la somme encore de R2 et R3 placée dans le registre R2, mais cette fois-ci avec une condition. Donc, la somme ne serait pas placée dans R2 à tous les coups d'horloge, mais seulement les coups d'horloge où, en même temps, le signal K2 a une valeur de vrai. L'autre possibilité pour implémenter cette opération est d'utiliser un multiplexeur. Donc, dans ce cas-là, à tous les coups d'horloge, si K2 vaut 0, on additionne 0 au registre R3 et donc R2 ne change pas de valeur. Dans l'autre cas, si K2 a une valeur de 1, eh bien on ajoute la valeur de R3 à R2 et on la place dans R2. On voit donc qu'il y a 3 composantes de base, les multiplexeurs, les registres à chargement parallèle et les unités fonctionnelles. On va les voir dans les diapositives suivantes. La première composante que nous allons considérer, c'est le multiplexeur. Le multiplexeur permet de choisir un seul signal à partir d'un ensemble de signaux selon la valeur d'un signal de contrôle. Par exemple, dans le cas du multiplexeur à 2 entrées, si le signal de contrôle S a une valeur de 0, automatiquement l'entrée des 0 serait aiguillée vers la sortie F. Si par contre le signal de contrôle a une valeur de 1, ce serait l'entrée 1 qui serait aiguillée vers F. On peut voir dans le diagramme à côté que le fonctionnement est bien ça. Si S a une valeur de 1, à ce moment-là, on a nécessairement un 0 à l'entrée ici de la porte logique et un 1 ici. Nécessairement, on a un 0 à la sortie de la porte logique et en haut, et la sortie de la porte logique du bas aurait la valeur de D1. Et donc, F prendrait la valeur de D1, ce qui correspond bien à l'intention. On a le même comportement ici pour un multiplexeur à 4 entrées, c'est-à-dire que si l'entrée, par exemple, S1 est à 1 et l'entrée S0 est à 0, ça correspond au code 2, on aurait aiguillé l'entrée D2 vers F. Ça correspond bien au diagramme à côté. Si je place un 1 et un 0 ici, automatiquement, cette porte logique et reçoit un 0, cette porte logique et reçoit un 0, et cette porte logique et ici reçoit aussi un 0. La seule qui reçoit 2-1 à ces 2 entrées de contrôle, c'est la troisième qui correspond à D2. Donc ici, on aurait D2, on aurait des 0 sur les 3 autres lignes, et à la sortie, on aurait D2. La deuxième composante de chemin de données qu'on va voir, c'est le registre à chargement parallèle. On a vu dans une autre vidéo la structure qui est une bascule. Ici, le flip-flop. La bascule a une entrée d'horloge, une entrée D et une sortie Q et un signal de réinitialisation. On lui ajoute ici un multiplexeur avec un signal de contrôle charge. Quand le signal de contrôle charge est à 0, à ce moment-là, la sortie de la bascule est retournée dans la bascule à chaque coup d'horloge. Effectivement, le registre reste inchangé à chaque coup d'horloge. Si par contre, le signal de chargement est à 1, à ce moment-là, le signal D de l'extérieur du registre à chargement parallèle sera aiguillé vers l'entrée D de la bascule. Automatiquement, donc, à chaque coup d'horloge, la bascule va se charger.
Il est important de noter sur le diagramme que plusieurs des signaux sont des bus. Donc tout d'abord, pour l'entrée D, ici on a un bus de n bits de large, ici n bits de large, et ici on a aussi n bits de large. Cela signifie qu'effectivement, on a n bascules qui sont placées les unes à côté des autres, alors que la semaine passée, on ne considérait qu'une seule bascule à la fois. Cette fois-ci, dans ce cas-ci, il y a n bascules, qui peuvent ainsi entreposer un nombre de n bits. La troisième composante de chemin de données qui nous intéresse, ce sont les unités fonctionnelles. Et là, il y en a plusieurs saveurs. Tout d'abord, on a des unités arithmétiques pour faire l'addition, ici, pour faire la soustraction, ce qui est identique à l'addition, sauf qu'on l'indique avec un petit plus et un petit moins, et pour faire la multiplication. On a aussi des unités fonctionnelles pour faire le décalage de bits vers la droite, ici, pour faire le décalage de bits vers la gauche, ici, et pour faire l'opération modulo par une puissance de 2, ici. On peut avoir des unités fonctionnelles un peu plus complexes aussi. Par exemple, cette unité fonctionnelle aurait pour but de comparer les valeurs A et B en entrée pour nous dire est-ce que A est plus grande ou égale à B. On pourrait par exemple ici avoir une entrée A et avoir la fonction est-ce que la constante A, est-ce que l'entrée A est plus petite qu'une certaine constante, par exemple 99. On pourrait aussi avoir ici deux entrées A et B et à la sortie indiquer la valeur des deux, soit A ou B, qui est la plus petite des deux. On verra dans une autre présentation comment modéliser ces différentes opérations en VHDL. Le dernier sujet qu'on va voir concernant les chemins de données, c'est la synchronisation des opérations sur un chemin de données. On va considérer le cas assez simple où on prend le registre R1, le registre R2, on fait la somme des deux registres et on place la somme dans le registre R0. Donc, étant donné, supposons que R1 et R2 ont certaines valeurs à ce moment-ci, après une transition d'horloge. Alors, un certain temps après, l'unité fonctionnelle aura eu le temps de réagir et produira la somme. Le délai ici peut être plus ou moins long, mais bien sûr, il devrait être plus court qu'une période d'horloge. Lors de la prochaine transition d'horloge, à ce moment-ci, le registre R0 sera chargé avec la somme de R1 et R2. Dans le cas qui est montré sur la diapositive, cette opération se répéterait indéfiniment. Donc, lors de cette transition d'horloge, R1 et R2 auraient une nouvelle valeur. On n'indique pas sur la diapo comment R1 et R2 sont chargés. Un certain temps après, l'unité fonctionnelle aurait réagi et la somme serait maintenant disponible. Cependant, cette somme-là ne serait pas placée dans le registre R0 avant la prochaine transition d'horloge. Et ainsi de suite. Une transition d'horloge, R1 et R2 prennent une valeur, un peu plus tard on obtient la somme, et lors de la prochaine transition d'horloge, cette somme serait entreposée dans R0. Dans cette vidéo, nous avons vu la structure générale d'un processeur, nous avons vu la structure générale d'un chemin des données, nous avons vu comment représenter le comportement d'un chemin de données à partir de micro-opérations, nous avons vu les composantes pour effectuer ces micro-opérations, et nous avons vu le fonctionnement dynamique d'un chemin de données à l'aide d'un chronogramme.